Alors, notre prochain orateur est un professeur retraité du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Il est l'auteur, entre autres, de plus d'une quarantaine d'ouvrages, dont je vais vous lire quelques titres. Le développement des idéologies au Québec, des origines à nos jours, en 77, les enjeux du référendum, en 79, André Laurando et le destin d'un peuple, en 83, Judith Duvernay et la révolution intellectuelle au Bas-Canada, en 87, l'indépendance, en 92, la bataille du Québec, premier, deuxième et troisième épisode. Pour comprendre le nationalisme au Québec et ailleurs, les mots qui nous gouvernent, le discours des premiers ministres québécois de 1960 à 2005, en collaboration avec Dominique Labbé. Je trouve ça fascinant, moi. J'ai vu que ces livres étaient téléchargés. On peut les télécharger. Je dis ça comme ça, je trouve ça fascinant, j'ai envie de lire. Alors, il s'est présenté comme candidat pour option nationale dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques lors de l'élection 2012. Son allocution s'intitule « Le devoir de cohérence ». Le devoir de cohérence. Accueillons maintenant Denis Monnière. Chers amis, bonjour. Je voudrais remercier bien sûr Génération Nationale de me donner l'opportunité de m'adresser à un public aussi nombreux et aussi attentif. Et je voudrais d'abord commencer cette allocution en vous disant que j'ai une tâche bien ingrate en fin de matinée de m'adresser à vous après des orateurs aussi éloquents, mais j'essaierai de ne pas trop vous ennuyer. Je suis, comme on l'a souligné auparavant, je ne suis pas un politicien, je suis un universitaire. Et donc, j'essaierai ce matin de mettre mes compétences universitaires au service de l'analyse de la situation du mouvement indépendantiste, ce que j'ai toujours fait d'ailleurs depuis 40 ans, où je publie sur la société québécoise. Et je suis peut-être le seul universitaire québécois à avoir consacré toute sa carrière à l'analyse de la société québécoise. Donc, dans les situations de désastre, on fait appel, avec des intonations dramatiques, à la réflexion. Il faut réfléchir sur notre destin. Où allons-nous? C'est toujours la même question. Mais, paradoxalement, la réflexion sur l'avenir du mouvement indépendantiste, elle s'est faite bien avant le 7 avril. La réflexion que l'Action nationale propose, et ici, évidemment, c'est ma page publicitaire, puisque je suis aussi président de la Ligue d'Action nationale, la réflexion que l'Action nationale propose depuis 20 ans indique qu'il fallait changer de cadre stratégique pour assurer l'avenir du mouvement indépendantiste. Pourquoi ce discours qui existe, ces analyses et ces réflexions en profondeur dans une revue sérieuse, pourquoi cela n'a-t-il jamais été pris en considération? Pourquoi l'écoute a toujours été négative à l'endroit de ces intellectuels qui annoncent depuis 2 décennies que le mouvement indépendantiste s'en va dans le mur si on ne change pas notre approche pédagogique? Et il y a là quand même aussi un mystère, puisque, comme intellectuels, nous avons toujours été repoussés, reniés, mis dans les marges par le vaisseau amiral de la souveraineté, qui est le Parti québécois. Donc, ce matin, je voudrais vous entretenir du devoir de cohérence et, justement, pour illustrer ce fait que depuis plusieurs années, on produit des analyses de la situation nationale. J'ai publié en 2013 un ouvrage qui n'a pas été mentionné par Mme Laurier, je m'excuse, c'est pas grave. C'est le devoir, précisément, de cohérence, publié par l'Action nationale, et j'en ai apporté quelques copies qui se trouvent ici à la table. Donc, depuis 2007, nous avons dénoncé dans l'Action nationale la dérive provincialiste du Parti québécois. Donc, les analyses, elles existent, et si vous voulez réfléchir, je vous incite à prendre connaissance. C'est des acquis. Nous avons le matériel pour la réflexion. Nous ne commençons pas à nouveau. Et c'est ça un des problèmes de la société québécoise. Il faut toujours recommencer à neuf, alors qu'il y a eu, dans le passé, des expériences, il y a eu des réflexions qui peuvent nous inspirer et nous donner leur juste ou la direction à suivre. Donc, ce matin, je vais utiliser mes
compétences de politologue, parce que c'est ça que j'ai fait dans toute ma vie, pour montrer que la défaite du Parti québécois résulte d'une part de facteurs conjoncturels liés à la dynamique électorale, mais aussi elle résulte, cette défaite, de facteurs structurels liés aux incohérences idéologiques du Parti québécois. En sciences politiques, c'est un principe fondamental, une clé, pour tous ceux qui s'intéressent à la communication politique. C'est ma spécialité. Donc, en sciences politiques, on estime qu'un parti ne peut pas jouer indéfiniment double jeu sans encourir, un jour ou l'autre, la sanction de la méfiance des électeurs. Pour être jugé apte à gouverner, un parti doit inspirer confiance. C'est la règle d'or. C'est l'objectif de toute campagne de communication. Pourquoi? Parce que le citoyen qui doit donner son vote, qui doit exprimer sa préférence, doit prendre une décision qui concerne l'avenir. Il ne sait pas d'avance ce que le gouvernement qui sera élu fera. Il doit donc avoir en main des instruments d'évaluation de fiabilité des partis qui se présentent à lui. Il doit être en mesure d'évaluer les impacts ou les conséquences de l'élection du prochain gouvernement. Il y a deux indicateurs de confiance qui sont utilisés en général par les électeurs. Le premier, c'est la stabilité idéologique du parti à long terme. On ne peut pas dire à cet égard que le Parti québécois est un modèle de vertu en ce qui concerne la stabilité de son idéologie. Le deuxième indicateur, c'est la conformité entre ses engagements et les actions ou réalisations lorsqu'il est au pouvoir. Alors, comment les citoyens peuvent-ils accorder leur confiance à un parti qui, par électoralisme, joue avec son idéologie et la fait varier selon les conjonctures électorales dans le but de rallier des segments de l'électorat qui se situent un peu plus à droite ou un peu plus à gauche que lui? Le Parti québécois, à cet égard, c'est mon analyse, s'est trompé, non pas par ses politiques lorsqu'il a été au pouvoir durant 18 mois, mais il s'est trompé lorsqu'il a pensé séduire les électeurs de la CAQ avec la Charte des valeurs. Parce que les électeurs de la CAQ, ils ne sont pas juste des gens attachés à l'identité québécoise. Ce sont aussi des gens qui sont plutôt conservateurs, qui sont en général pour la réduction des impôts. Et la CAQ a utilisé cet argument durant la campagne, la réduction des impôts, une politique favorable aux contribuables, alors que la question identitaire était secondaire, même pour les électeurs de la CAQ. Donc, le Parti québécois n'a pas pu capitaliser sur la charte, d'ailleurs, qui n'avait pas encore été adoptée, il faut le dire. Alors, ces électeurs de la CAQ ont préféré des bénéfices tangibles plutôt que des bénéfices symboliques que leur aurait procuré la Charte des droits si elle avait été adoptée. Sur la question des impôts, le Parti québécois n'a convaincu personne lorsqu'il a annoncé, en toute fin de campagne, une baisse d'impôts. Évidemment, parce qu'il se rendait compte qu'il fallait récupérer l'électorat caquiste. Alors, comment voulez-vous être crédible, puisque quelques semaines auparavant, on avait justifié la croissance des dépenses publiques et le maintien du déficit pour soutenir la croissance économique. Donc, il y avait une contradiction dans le discours du Parti québécois. 2 mois avant, on nous dit qu'il faut augmenter les dépenses publiques pour soutenir la croissance. Et durant la campagne, on nous dit, ben non, on va baisser les impôts. On ne peut pas, en quelques semaines, dire une chose et son contraire. L'électeur n'est pas idiot.
l'électeur reçoit les messages des politiciens et il en tire des conséquences. Deuxième type de contradiction. On ne peut impunément tenir un discours écologiste en campagne électorale et, une fois au pouvoir, favoriser l'exploitation du pétrole de schiste ou encore accepter le transport par pipeline du pétrole des sables bitumineux. Ne sont pas idiots. Toute contradiction entre ce que vous avez dit et ce que vous faites instaure un sentiment d'incertitude. Vous générez de l'instabilité. Donc, c'est un facteur qui explique pourquoi l'électorat n'est pas allé, si nombreux auparavant, vers le Parti québécois. Et là-dessus, je voudrais quand même faire une petite parenthèse. L'électorat aujourd'hui est extrêmement volatile. Il change d'opinion non seulement durant une campagne électorale, mais il change d'opinion quelques jours avant le vote. Et quand vous voyez des basculements d'électorat de 9 points de pourcentage durant une campagne électorale, vous avez une explication. Certains partis réussissent à drainer les électeurs, mais il y en a d'autres qui les perdent. Le Parti libéral a gagné 5 points en campagne, le Parti québécois en a perdu 9. Donc, c'est un phénomène, ce n'est pas un phénomène québécois en plus, c'est un phénomène universel qu'on retrouve dans toutes les démocraties avancées. Les électeurs ne fonctionnent qu'avec des logiques de l'immédiateté. Ce que me procure, ce que disent les politiciens, les avantages que je peux tirer de l'élection d'un parti. Troisième contradiction. Et là, ce n'est pas la faute du Parti québécois. Cette incohérence s'est aussi manifestée sur la question de l'intégrité, qui était quand même le point fort du Parti québécois. Parce que le Parti québécois, lorsqu'il était dans l'opposition, avait réclamé une commission d'enquête. Et lorsqu'il a été au pouvoir, il a adopté des mesures pour assainir le financement des partis politiques. Autrement dit, son bilan est extrêmement positif. Les électeurs auraient dû être reconnaissants. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça arrive dans toute campagne, il y a des coups de jarnac, des coups en bas de la ceinture, et le Parti québécois a été incapable de capitaliser sur son bilan. Parce que Radio-Canada a diffusé en fin de campagne un reportage sur des affidavits anonymes mettant en cause l'intégrité de Mme Marois et de son mari. Peu importe que ce soit vrai ou faux, le mal est fait. D'autant plus que ça se produit dans les derniers jours de la campagne et vous êtes incapable de corriger la perception que les électeurs auront. Donc, dans cette logique-là, le Parti québécois a perdu des plumes, puisqu'il y avait des contradictions et parfois des ambiguïtés. Hein? Le Parti libéral, dans le fond, a joué sur les inaptitudes du Parti québécois à contrôler l'agenda électoral. Qu'est-ce que le Parti libéral a fait? Et c'est normal. Hein? Devant ces têtes à queue, on ça comme ça, le Parti libéral a miné la crédibilité du Parti québécois. Il a martelé dans ses discours son obsession pour l'économie, pour la création d'emplois, pour faire sentir aux Québécois que s'ils élisent le Parti libéral, ils vont en tirer des bénéfices financiers, économiques. Et évidemment, à l'inverse, ils ont tenté de démontrer que le Parti québécois était incapable de gérer l'économie. Par malheur, la conjoncture leur donnait raison, dans la mesure où les chiffres du chômage dans tous les mois qui ont précédé l'élection indiquaient des pertes d'emplois à temps complet au Québec assez significatives. Évidemment, au mois de mars, il y a eu une embellie, mais ça n'a pas suffi pour changer la perception des électeurs sur les
incompétences gestionnaires du Parti québécois. Et ceci est un phénomène d'autant plus important parce que non seulement le Parti libéral jouait cette logique, mais aussi la CAQ venait renforcer, venait matraquer l'opinion publique avec cette idée que le Parti québécois gérait mal les affaires de l'État. Alors, moment important dans la dernière campagne, le recrutement de Pierre-Carl Péladeau venait chambouler la stratégie libérale en invalidant les accusations d'incompétence économique. Un des hommes d'affaires qui a le mieux réussi au Québec prenait fait et cause pour l'indépendance du Québec, ce qui annulait les arguments de peur concernant les effets économiques de l'indépendance. Et, autre facteur, son entrée en politique pouvait aussi devenir contagieuse et inciter d'autres hommes d'affaires à le suivre sur cette voie du coming out. Les partis adverses, et c'est normal qu'ils le fassent, les partis adverses, de gauche comme de droite, ont immédiatement mis en place des contre-feux en organisant une campagne de dénigrement, soit en dénonçant son supposé antisyndicalisme, soit en mettant en question la légitimité de sa candidature au nom de la liberté de la presse. Mais ce qui aurait pu devenir un coup de maître s'est transformé en fiasco. La profession de foi indépendantiste de Pierre-Carl Péladeau a été interprétée par les médias comme un changement de cap stratégique du Parti québécois qui, désormais, mettait son projet indépendantiste à l'ordre du jour. Et donc, le Parti libéral a enfourché le cheval et a transformé l'élection en campagne référendaire. Pourtant, le discours de M. Péladeau n'avait rien d'exceptionnel ni d'inédit. N'est-il pas normal qu'un candidat qui se présente pour le Parti québécois affiche sa détermination à vouloir bâtir un pays? Après tout, le Parti québécois ne se définit-il pas comme un parti souverainiste? Je rappellerai, comme l'a fait le ministre Duchesne tout à l'heure, que M. Parizeau avait dit essentiellement la même chose que M. Péladeau aux élections de 1989. Il était entré en politique pour la seule raison de faire la souveraineté du Québec. Alors pourquoi ce qui aurait dû être considéré comme une évidence a-t-il déclenché un tel déferlement de haine? Cette question nous mène à la contradiction centrale du Parti québécois. Au lieu d'être perçu comme un renforcement de l'équipe économique péquiste et d'enrayer la campagne de peur des libéraux, la déclaration de M. Péladeau a provoqué un nombre de chocs parce qu'elle entrait en contradiction avec la stratégie péquiste qui consistait à ne pas parler de souveraineté, à taire l'option pour se faire élire comme gouvernement provincial. Comme il était évidemment difficile de rabrouer publiquement un candidat aussi prestigieux qui assumait l'option fondamentale de son parti, après quelques jours de confusion, on est revenu au plan de match initial et M. Péladeau a été confiné à son rôle de vedette en territoire économique. Donc, erreur stratégique, au lieu de profiter de cette nouvelle dynamique, le Parti québécois est revenu dans l'ornière du provincialisme en déclarant qu'il n'y aurait pas de référendum tant que les Québécois ne seraient pas prêts et qu'entre-temps, on gouvernerait dans le meilleur intérêt du Québec. Comme si cela était possible dans les contraintes du fédéralisme canadien. Deuxième erreur stratégique. Ça va. Si vous vous évertuez à convaincre les Québécois de voter pour vous parce que vous allez bien gouverner la province de Québec dans un cadre fédéral, comment justifier la nécessité de faire l'indépendance?
les libéraux ont beau jeu. Cette tactique fonctionne parce que le Parti québécois, en refusant de défendre son option, accrédite l'idée que l'indépendance pourrait être catastrophique. On accrédite aussi l'idée que l'indépendance n'est pas nécessaire puisqu'on peut faire des progrès au Québec dans le cadre canadien. Comment, logiquement, convaincre les Québécois de voter pour un parti qui fuit son propre objectif? Comment faire la pédagogie de l'indépendance si on n'ose jamais critiquer le régime fédéral, pas seulement en élection, mais aussi durant tout le mandat du Parti québécois depuis 2012? Comment endiguer les campagnes de peur des adversaires si on agit soi-même comme si on refusait de défendre son option et qu'on en avait peur de son option? Pourquoi les Québécois souhaiteraient-ils un projet que les leaders souverainistes ne veulent pas assumer avant, pendant et après les élections? Et voilà donc mon idée principale, c'est que c'est la cohérence qui va être payante en politique, et si le Parti québécois avait été cohérent avec ses ambitions, ses objectifs, il aurait eu un meilleur résultat. Ceci dit, la défaite du Parti québécois n'est pas la défaite du projet de pays. C'est la défaite de la stratégie du bon gouvernement et de la gouvernance souverainiste. Le réalisme dont on parle ce matin, le réalisme nous impose d'être cohérents, de ne plus confondre la gouverne provincialiste et l'accession à l'indépendance, de reconnaître que le nationalisme appliqué dans un cadre fédéral contribue à légitimer le fédéralisme et à dévaloriser la nécessité de l'indépendance. C'est une erreur fondamentale du Parti québécois de ne pas comprendre que son action dans un cadre provincial se situe dans un régime fédéral et que chaque fois que vous prenez une décision favorable aux Québécois, vous montrez concrètement que vous n'avez pas besoin de faire l'indépendance, que tout est possible dans le cadre canadien. D'autant plus que vous n'osez jamais critiquer les politiques canadiens. Voilà donc une ambiguïté, un cul-de-sac où le Parti québécois s'est enfermé, pas depuis quelques années, depuis au moins 20 ans. Il faut aussi comprendre que le désir d'indépendance ne peut pas pousser tout seul dans la tête des Québécois. Il faut développer une stratégie de persuasion active qui montre concrètement comment le régime fédéral entrave notre épanouissement collectif et comment l'indépendance est une solution aux problèmes du Québec. Il faut prendre conscience que nous sommes dans un état de guerre idéologique et que nos adversaires fédéralistes vont utiliser tous les moyens pour imposer leur vision de la nation canadienne et convaincre les Québécois de consentir à leur subordination politique. Nous ne pourrons pas faire le pays si nous ne nous mettons pas en mode de confrontation avec le Canada. Contrairement à ce que le discours péquiste veut nous faire croire, ne deviendront pas indépendantistes par l'action du Saint-Esprit. Les langues de feu ne descendront pas du ciel un jour par la voie miraculeuse de la gouvernance souverainiste dans un cadre fédéral. Il faut en finir avec cet attentisme débilitant qui laisse le champ libre aux partisans du fédéralisme. Il faut briser le carcan de la quadrature du cercle et revenir à l'essentiel. Pour convaincre, il faut expliquer ce qu'on veut faire, montrer comment le fédéralisme nous nuit et comment l'indépendance nous donne les moyens de nos ambitions. Un discours indépendantiste doit dire ce que nous ferons grâce à l'indépendance et non pas ce que nous voulons faire dans un gouvernement provincial. C'est la promotion de l'indépendance qui est la condition gagnante pour faire le pays. Merci.